bien, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va faire le quatrième module. Alors, j'ai probablement décidé de pas trop, de changer légèrement le cursus qu'on va faire ensemble. Je vous expliquerai un peu plus tard. Et vous notez que on passe maintenant au niveau 2. C'est-à-dire que à partir de maintenant, ce module-là, ça correspond à l'équivalent de la deuxième et de la troisième journée de la formation de 3 jours sur la négociation. Donc on va commencer à parler comportement, on va commencer à parler fonctionnement de la négociation. Et je me tâte, on décidera ensemble, savoir si on ne va pas abréger cette partie comportementale, parce qu'elle est quand même assez peu d'utilité de manière théorique, elle est surtout intéressante en manière pratique. Donc aujourd'hui, à nouveau, une petite présentation de l'ISAP de quelques minutes. Vous en avez pris l'habitude. La présentation du module et évidemment le module 4 qui est lié aux aspects comportementaux. Voilà. Donc, présentation de l'ISAP. Quand on veut, éventuellement, vous pourriez avoir besoin de formation chez vous ou pour vous. Alors, il y a plusieurs solutions. La première, c'est d'aller chez vous. Chaque fois qu'on vient chez vous, c'est possible. Ça fait l'objet d'une convention de formation. Ça coûte 1050 €. Il y a des remises possibles. Ça peut aller jusqu'à 10% si on s'y prend suffisamment à l'avance, avec un décalage possible jusqu'à J-15. En inter-entreprise, vous noterez que nos prix sont super bas. 400 € par jour et par personne. Voilà. Paiement 100% pour toute annulation après J-15. Et si la date n'est pas encore fixée, c'est un petit peu plus cher, mais vous choisissez la date avec nous. Et donc du coup, vous avez plein d'avantages, et ça peut descendre en fonction de ces avantages jusqu'à 320 € par jour. C'est à peu près imbattable. Alors la seule chose, c'est que donc ça c'est valable pour si vous êtes le premier client d'une formation non encore inscrite au calendrier. En contrepartie, si votre organisation est la seule à s'inscrire à ces dates, eh bien on vient chez vous et vous pouvez, pour le même prix, donc pour les prix qui sont marqués pour le 450 ici, on peut avoir plusieurs personnes qui assistent à la même formation. Voilà, donc ça peut être très intéressant, c'est un pari à prendre. Il n'y a que les frais de déplacement qu'il faut payer pour nous au lieu de les payer pour vous, mais ça revient rigoureusement au même. Et globalement, on est globalement assez imbattable. Alors cette proposition, elle est valable pour toutes les formations de l'ISAP marquées d'une étoile, et ça sera marqué sur le site internet, c'est marqué sur le site internet, hein, toutes les formations, et donc la formation Négo 1 et 2, elle rentre dans ce cadre de l'intra, et bon, bien que celle-là, elle est régulièrement organisée dans le catalogue, donc il n'y aura pas l'avantage First Customer, mais si jamais elle ne l'était pas dans l'année qui suit, ça pourrait tout à fait s'appliquer. Et je vous rappelle que toute formation, et c'est valable pour cette formation qu'on est en train de faire ensemble, elle est inclue dans le certificat de formation professionnelle. Donc le fait de la faire aujourd'hui avec nous, si on la fait évaluer, c'est un premier pas vers le certificat de formation professionnelle. Et puis pour ceux qui sont un peu plus ambitieux, c'est inclus, alors pour peu, hein, mais c'est inclus quand même dans le niveau Master 2, responsable de l'achat public. Voilà pour la présentation de l'ISAP, et on va passer aujourd'hui directement au sommaire de la journée. Je vous rappelle les modules. Donc on a déjà travaillé sur la place de la négociation, les 4 phases de la négociation et la préparation. Et aujourd'hui, on va travailler sur quelque chose d'extrêmement important, ce qui sont les modes de comportementaux, l'assertivité. Alors, dans le petit mail que je vous ai envoyé, je vous ai expliqué, j'ai fait un peu de teasing, et je vous ai expliqué que, et je vous l'ai déjà dit d'ailleurs lundi, que 90% à 90% des négociations qui m'ont été données d'assister en tant que fournisseur, donc où j'avais pas vraiment la main,
dans le cadre des marchés publics, se sont déroulés dans le mauvais mode comportemental. Donc, je vais essayer de vous le montrer, de vous le démontrer, puis on essaiera de voir un peu quelles sont les conditions pour passer du mauvais mode comportemental au bon mode comportemental. Donc, résumé de tout ce qu'on a vu. Je ne vais pas refaire le résumé du module 1. Hein. On avait essentiellement parlé des aspects juridiques pour vous montrer que globalement, c'est pas très compliqué d'organiser un marché négocié, y compris au-dessus des seuils, hein, pour les marchés formalisés. Je vous ai expliqué que nous, on faisait systématiquement des marchés formalisés. Le module 2, on a présenté les 4 phases de la négociation, connaître, comprendre, convaincre, conclure. Le module 3, on a passé en revue la préparation pour les phases connaître, comprendre et convaincre, et en expliquant quelles étaient les différentes méthodes pour préparer correctement la phase convaincre, enfin en tout cas quelles étaient les différentes étapes nécessaires. Et on a présenté assez longuement le tableau de Zoro, là, le tableau de l'échiquier, hein, où on parle des items, des objectifs, des arguments, des contre-arguments et des contreparties. Alors aujourd'hui, ces 3 modules, hein, si vous en avez raté un, ces 3 modules sont en ligne, et ils vont être en ligne encore quelques semaines, jusqu'à ce qu'un de nos clients décide de nous attribuer le marché de sa formation, parce qu'il exige des formations en ligne sur tous les modules, et on veut lui montrer que ces formations existent déjà. Voilà, donc aujourd'hui, les modes comportementaux et l'assertivité. Alors, pour vous présenter les modes comportementaux et l'assertivité, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 petits sketchs, très rapides. On va se situer, c'est d'habitude les stagiaires qui le font quand on est dans un mode comportemental, quand on est en formation sur 3 jours, on joue avec les stagiaires. Hein, et ils se retrouvent dans 3 situations, et je vais essayer de mimer pendant 4 minutes dans chacun des cas. Alors je vais zapper la phase connaître, enfin à la rigueur, je vais la faire rapidement, 1 minute au lieu de 20. Et puis je vais aller directement dans la phase comprendre. On va se mettre dans la situation d'un fournisseur monopolistique. Je vais jouer donc les 2 rôles. Vous êtes donc il y a un acheteur, un fournisseur. On ne peut pas se passer du fournisseur parce qu'il est monopolistique et il est beaucoup trop cher. Donc ça nous arrive de temps en temps. Hein. Et je vais vous demander de faire attention dans les 3 situations. Donc je vais faire situation 1, situation 2 et situation 3. Je vais faire 3 modes comportementaux totalement différents. Je vais vous demander d'identifier qu'est-ce que vous caractérisez comme mode comportemental, quelles sont les caractéristiques de ce mode. Je vais vous demander de faire attention au type de phrase que j'emploie. Je vais vous demander de faire attention au type de vocabulaire que j'emploie. Et je vais vous demander d'imaginer l'attitude physique qu'il peut y avoir derrière. Évidemment, sans caméra et sans non-verbal, on appelle ça le non-verbal, sans visibilité de non-verbal, on sait que c'est compliqué, mais on peut imaginer une attitude physique associée. Et ces 3 situations, on va essayer d'identifier quel est le mode comportemental associé dans chacun des 3 cas. Voilà. C'est un petit sketch, c'est la première fois que je fais ça comme ça, mais d'habitude on fait ça avec des stagiaires et ça donne des grands moments. Pour tous ceux qui ont fait cette formation en live sur 3 jours, ils se souviennent généralement tous de ces trois situations. Voilà, donc je vais commencer. Je vais jouer, donc vous allez vite comprendre. Je vais me pincer le nez quand il s'agira du fournisseur, donc je changerai légèrement de voix. Et puis, je regarderai ma voix habituelle quand il s'agira de l'acheteur. Voilà, donc on imagine un acheteur, un fournisseur, bonjour madame, et je joue les 2 rôles. Situation numéro 1, on commence le petit sketch. Bonjour monsieur, écoutez, je suis content de vous voir, je suis donc l'acheteur de la collectivité et je suis là pour qu'on travaille avec vous sur la négociation. Est-ce que vous êtes bien installé? Vous avez fait bon voyage? Ah oui, merci, tout va très bien. Je suis assez content d'être ici. Et vous-même, donc vous êtes un acheteur dans la collectivité depuis longtemps?
Oui, effectivement, je suis là depuis quelques années. On s'est pas déjà rencontrés déjà? Ah bah non, il me semble pas, je suis pourtant, venu assez souvent, et vous êtes, un acheteur, vous vous occupez de tous les dossiers? Ah bah écoutez, non, je m'occupe pas de tous les dossiers, mais je m'occupe du vôtre. Et vous, un peu, parlez-moi de votre entreprise. Vous êtes toujours leader dans votre domaine? Bah, écoutez, oui, est-ce que vous vous en doutiez? On a le meilleur produit, mais globalement, on est toujours effectivement leader. Vous avez, d'autres clients, d'autres fournisseurs sur ce type de dossier? Bah écoutez, non, j'ai pas de fournisseur sur ce type de dossier. Nous, on a un besoin, mais globalement, aujourd'hui, on n'a pas, on n'est pas vraiment dans une situation extrêmement, enfin, avec beaucoup de chouettes fournisseurs. Bon, on va faire l'hypothèse que c'est la fin de la phase connaître. On peut imaginer que ça dure 20 minutes. Phase comprendre. Bon, bah écoutez, monsieur, voilà, j'ai bien lu votre offre, je pense que tout est clair. Donc là, aujourd'hui, on va essentiellement parler du prix. Bah, écoutez, oui, si vous voulez, on peut parler du prix. Bah, écoutez, votre prix est un petit peu trop cher. Est-ce que vous pourriez nous aider à, alors, peut-être, est-ce que ce serait pas dans votre intérêt de trouver une solution pour que votre prix baisse un petit peu? Euh, Est-ce que vous pourriez éventuellement faire un effort? Bah, écoutez, je suis, désolé, mais non, ça sera pas possible, on ne pourra pas faire d'effort parce que, notre prix, c'est celui-là, point barre. Bah écoutez, et si on vous propose de modifier quelque chose dans le cahier des charges ou de changer les délais? Ah non, 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 c'est pas possible, je suis désolé, heu, on ne veut pas, et puis en plus, si, vous nous demandez de faire un effort, sachant qu'on l'a déjà fait, on risque d'augmenter nos prix. Ah bon, bah écoutez, c'est bien dommage. Et si je vous demande d'améliorer légèrement la prestation pour le même prix? Bah non, c'est pas possible. Si vous nous demandez d'améliorer la prestation, ça sera pas possible, je refuse, et puis d'ailleurs, franchement, je perds mon temps, on est dans une situation, un petit peu monopolistique, vous le savez, donc je vois pas bien pourquoi, je perdrais mon prix, si d'ailleurs, si vous signez pas l'offre, elle sera plus valable à partir de demain, et donc il faut absolument, signer notre offre aujourd'hui parce que sinon on n'aura plus de solution. Bon, bah écoutez, c'est très regrettable. Est-ce que vous pouvez imaginer que si vous baissez pas votre prix, l'année prochaine, on ne repassera pas commande? Oui, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, on sait qu'on est monopolistique, il y a pas de souci. Bon, bah écoutez, puisque c'est comme ça, je vais signer la commande et puis l'année prochaine, bah, on verra, mais je suis pas sûr qu'on repassera une commande. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur. Je vous salue et puis je passerai la commande pour cette année. Fin du sketch, situation numéro un. On se rend compte, hein, d'une situation, on va l'appeler légèrement de blocage. Bon. Je vais mettre dans la situation numéro 2. On va imaginer que la phase connaître, ça passe exactement de la même chose, de la même manière, et on va se mettre tout de suite dans la phase convaincre. Bah, écoutez, est-ce que on a bien lu votre offre? Est-ce que vous pourriez faire un effort sur le prix, s'il vous plaît? Heu, Bon écoutez, oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire 2-3, ça vous irait 2-3? Ah bah écoutez, moi je pensais un petit peu plus. Ça serait pas dans votre intérêt d'essayer de nous aider à avoir un petit peu plus pour que on puisse vous référencer sur le long terme et vous proposer un marché peut-être avec d'autres extensions? Oh non, non, c'est bien 2-3, franchement, là, on va faire ça cette année, puis l'année prochaine, on refera, 2-3, si vous nous repassez commande. Bon, bah écoutez, puisque on est a priori d'accord, on va faire 2-3% aussi. Et puis on se reverra l'année prochaine. Et puis bah écoutez, cette négociation s'est bien passée, on a gagné 2-3%. Voilà, bah écoutez, on va faire 2%, allez, 2,5. Ça vous va? Oh bah oui, 2,5, ça me paraît bien, c'est bien entre 2 et 3, tout va bien, donc je vous fais une mise à jour de notre offre et puis on se revoit l'année prochaine. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour ces gros efforts. On est très content de ces 2,5% et effectivement, on attend votre offre mise à jour. Fin du sketch situation 2. Alors d'habitude, ces sketchs durent un petit peu plus longtemps, mais globalement, c'est un peu l'idée. Situation 3, même phase comprendre, même phase connaître, pardon.
même fasse comprendre, et on se retrouve avec un fournisseur à qui on pose la question. Bonjour, voilà, bah, écoutez, vous êtes un petit peu plus cher. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour obtenir une grosse réduction sur le prix alors que vous êtes monopolistique? Oh bah écoutez, il y a plein de solutions. La première, c'est est-ce que vous accepteriez de nous faire un marché de 3 ans au lieu d'un marché d'1 an? Ah bah oui, c'est tout à fait envisageable. Est-ce que ça serait pas dans votre intérêt d'avoir même un marché de 4 ans et puis de nous faire tout de suite 10 ou 12%? Oh bah oui, 10-12 c'est tout à fait possible pour un marché de 4 ans, mais il y a aussi d'autres solutions, si vous le souhaitez. On peut imaginer que vous ayez, une, une, une réduction supplémentaire, si par exemple, on fait la maintenance, à distance au lieu de venir, comme on le fait aujourd'hui, 3 fois par an. Ah bah écoutez, moi je prends aussi. Et quelle serait l'économie qu'on pourrait faire? Euh, Ah bah écoutez, cette économie, elle pourrait être, aux alentours de 300 ou 400 € par déplacement, donc en gros 1 200 € sur le marché annuel, et sur les 4 ans à venir. Donc 1 200 € fois 4. ah bah écoutez, c'est très intéressant. Mais moi j'avais pensé aussi à autre chose. Vous nous envoyez beaucoup de documentation papier. Est-ce que ça serait pas intéressant qu'on supprime tout ce papier, puis que vous nous restituiez l'économie que vous faites en supprimant le papier que vous nous envoyez pour toutes les documentations, que vous nous envoyez des PDF, ça serait peut-être plus simple, non? Ah bah oui, si vous voulez, on peut effectivement faire ça aussi. On peut supprimer le papier qu'on vous envoie et puis faire des PDF. On le fait pour d'autres clients et même chose, ça fait 500 € d'économie sur le marché. Ah bah écoutez, je prends, donc bah, écoutez, si j'ai bien retenu, on peut avoir donc une dizaine de pourcents de remise sur un marché de 4 ans, on peut avoir 1 200 € par an en moins en évitant les déplacements, et puis on peut encore avoir quelques centaines d'euros en moins en passant sous forme de papier, c'est bien ce que vous me dites? Oui, oui, c'est tout à fait ça, absolument. Et si vous le souhaitez, on peut penser qu'on arriverait au bout de ce qu'on pourrait vous proposer et qu'on pourrait se mettre d'accord sur ces bases. Ah bah écoutez, c'est très bien, moi j'attends votre offre remise à jour, et tout va bien. Voilà, fin de la situation 3. Vous voyez que dans ces trois situations, les gens se sont comportés de manière radicalement différente. Dans la première situation, on était dans une situation de blocage. Dans la deuxième situation, on a débloqué. Et dans la troisième situation, on a été carrément très constructif. Alors on va essayer d'analyser un petit peu ces trois situations. Alors, je vais commencer par la situation de blocage. Qu'est-ce qu'on a eu? Dans la première situation, on a eu un conflit, on a eu une confrontation entre un fournisseur qui disait non, clairement, qui était volontairement fermé d'esprit, qui refusait toute écoute, tout questionnement, et qui était dans le négatif. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même si j'ai pas vraiment joué le jeu, mais enfin le jeu que j'aurais voulu jouer, mais normalement, dans ce mode un peu plus conflictuel, on a des phrases courtes, on a des phrases impératives, on a des phrases éventuellement très négatives. Si on imagine l'aspect physique des gens, le non-verbal, on n'a pas de sourire, on a des sourires crispés, on peut avoir des gens qui sont en retrait, très loin de vous, ou au contraire, à l'autre extrémité, très intrusif pardon, dans votre zone de confort, hein, qui peuvent venir trop près de vous, mais que ça peut même vous gêner, parce qu'ils sont dans une phase un peu de domination, avec de nombreux tics, des stylos qui bougent dans tous les sens, on cherche à détourner l'attention. Bref, on n'est pas dans une situation comportementale très agréable. Voilà. Quand je fais ce sketch en formation de 2 jours, le pauvre stagiaire qui tombe, quand c'est moi qui joue le fournisseur et que j'ai décidé d'être dans le mode conflictuel, le pauvre stagiaire souffre très très fort. Voilà. Parce que j'essaye de les mettre dans dans des situations de préparation où ça va bien se passer, et ils se retrouvent avec un fournisseur qui est limite agressif, et donc forcément le pauvre stagiaire souffre beaucoup. Donc ça, c'est la situation numéro 1, mode conflictuel. La situation numéro 2, c'est ce qu'on appelle le mode du compromis.
Je vous rappelle, le mode du compromis, la situation numéro 2, c'était une situation où le fournisseur a d'emblée proposé une remise de 2%. On n'est surtout pas sorti du cadre. Il n'y a pas eu de perdant. Hein, on n'est pas dans une situation où il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant non plus. On est dans une situation un peu intermédiaire. Mais on est toujours dans une logique d'influence neutre. On n'est pas dans une logique vraiment, vraiment très positive. Ceci dit, les deux sont contents, globalement. Ils ont une situation où les gains, finalement, celui qui a laissé la remise n'a pas trop perdu. Celui qui a obtenu la remise est content parce qu'il peut dire qu'il a une remise. On est dans des phrases généralement très nonchalantes, beaucoup de négations. Généralement, si vous regardiez physiquement la personne, vous auriez un esprit du visage assez neutre, une attitude physique très en retrait, hein, très affalée dans son fauteuil, et la volonté d'abréger, on n'est pas très bien ensemble, donc on n'a pas envie de rester, et donc globalement, on va limiter le temps, hein, déjà, c'est la première chose, c'est la première caractéristique d'une négociation dans le mode du compromis, c'est qu'on a un temps imparti, voilà, on a un train à prendre, ou on a un autre candidat qui va arriver, voilà, donc c'est le mode du compromis. Puis la troisième négo, hein, celle où on commence à sortir un peu du cadre, où on a la volonté de se comprendre, où on se questionne beaucoup, on fait plus de questions, c'est ce qu'on appelle le mode consensuel ou le mode de la coopération. Et donc là, les gains sont équilibrés, on est dans une logique gagnant-gagnant, là vraiment, hein, et globalement, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce mode-là, on a vraiment la recherche d'opportunités, la recherche d'improvisation, on a des solutions, des recherches de solutions auxquelles on n'avait pas forcément pensé au départ. Il y a beaucoup de questions, hein, on se pose beaucoup de questions, on recherche l'intérêt de l'autre, on a des phrases affirmatives, des phrases positives, on cherche à sortir du cadre. On est souvent assez proches physiquement les uns des autres, parfois à la limite de la zone de confort, sans rentrer dedans, hein, mais cette fameuse zone de confort, et on n'est pas très loin. Alors, avec la distanciation sociale, on va prendre un peu de recul, mais globalement, on serait à 1,50 m, quoi. Avec des sourires, avec des mains ouvertes, peu de tics, voilà, on est dans la coopération pure. Donc 3 modes de négociation qui sont assez classiques, hein, qu'on va retrouver de manière assez classique dans les négociations, y compris dans les négociations d'attribution. Donc on va résumer, hein, qu'il faut faire un choix entre une stratégie de coopération, avec des gagnants-gagnants, des échanges équilibrés, avec ce qu'on appelle un accord dans la zone du consensus. L'accord dans la zone du consensus, c'est un accord qui est dans une zone qu'on n'a pas forcément prévue au départ. Alors on peut l'avoir prévue si on l'a bien préparée, mais elle peut être amenée à sortir du cadre initial. Voilà, donc ça c'est la coopération. La stratégie de passage en force, on est dans la zone du compromis, hein, c'est les 2,5% de remise. On est dans ce qu'on appelle le gain-gain moindre, hein, ou gagnant-gagnant moindre. On est dans la zone du compromis. Et puis, la compétition, le conflit, ici, ou ce qu'on appelle la zone de concession. Alors attention, la zone de concession, là, c'est je fais faire des concessions à l'autre. Hein. C'est pas la zone de je fais des concessions réciproques. Hein. C'est vraiment la zone de concession, je vous fais passer sous les fourches codines. Alors, on se rend compte que ces deux dernières stratégies, en fait, elles sont plutôt négatives, elles sont plutôt avec des résultats psychologiques négatifs, avec un peu de frustration des deux, y compris d'ailleurs dans la zone de conflit, celui qui met l'autre en conflit, hein, il peut avoir l'impression de dominer, mais je vous assure que quelque part, il est frustré, sauf si c'est un psychopathe, mais globalement, a priori, au sens psychiatrique du terme, mais a priori, quelqu'un de normal dans la zone de conflit, il est également frustré, avec peu d'écoute, pas de mobilité, pas de sortie de cadre et une attitude négative. Alors que là, dans la zone de la coopération, de l'autre côté, côté gauche, on est dans des résultats psychologiques positifs, une ouverture d'esprit et une écoute, un questionnement assez fort.
Voilà. Alors d'après vous, grosse question, les négociations dans les marchés publics, dans quelle case se situe-t-on le plus souvent? Alors si je faisais un quiz, je ne suis pas sûr que j'aurais la bonne réponse, mais je vais quand même vous le dire. C'est un peu compliqué de faire des interactions en ligne comme ça. Eh bien, 90% des négociations se situent dans la zone du compromis, c'est-à-dire dans la zone où, globalement, on se contente des 2,5% de remise sans sortie de cadre. Voilà, 80% des négociations. Pourquoi? Parce que globalement, on ne sait pas faire. Parce que globalement, on a peur. Parce qu'on a peur de sortir du cadre. Parce qu'on a peur de rompre l'égalité de traitement. Parce qu'on n'a pas bien préparé. Parce qu'on ne se sent pas en sécurité en sortie de cadre. Parce qu'on n'a pas forcément le mandat pour sortir du cadre. Parce qu'on n'est pas forcément bien en place dans son rôle d'acheteur. Et donc, on se situe dans une zone où le confort est clair, et c'est-à-dire, écoutez, on touche à rien, surtout on touche à rien, on touche pas le CCTP, on touche pas le CCAP, on touche pas votre offre, et on se contente de demander une remise, et quand on a la remise, et que le fournisseur la donne, eh ben on estime que la négociation s'est bien passée. Voilà. Donc pas de créativité, pas de gain réel, hein, parce que globalement, on va pas se cacher, mais s'il faut que je vous lâche 2%, je vous les lâcherai, il n'y a pas de souci, hein, moi je les ai déjà inclus, donc globalement les 2%, ils vont pas me faire mal. Donc pas de gain réel, voilà, vous ne faites juste que récupérer quelque chose qui avait été anticipé par le fournisseur. Donc globalement, c'est pas vraiment des gains. Ça finit par démobiliser les gens, que de perdre de temps pour 2%, franchement, hein, et notamment des vendeurs. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait un Paris-Lyon? Ça m'est arrivé de faire un Paris-Lyon pour aller voir une grande collectivité territoriale régionale située à Lyon, que je ne citerai pas. Je fais un Paris-Lyon pour 1 heure de négo et où on se retrouve dans la zone du compromis, où on aurait pu faire ça par échange de courrier, quoi. Vous voulez 2%, allez, je vous les donne, mais vous m'embêtez surtout pas et vous me demandez pas de venir à Lyon, ça sert à rien. Franchement, si ce n'est pour voir ma tête, mais globalement, franchement, aucun intérêt. On aurait pu faire ça par Skype, hein. Et pas d'enthousiasme non plus des acheteurs. Voilà, ça sert à rien non plus de d'imaginer que derrière, les acheteurs s'y retrouvent avec la zone du compromis. Voilà. Alors la bonne nouvelle associée, c'est qu'on est rarement quand même dans la zone du conflit, hein. Dans les marchés publics, on est des gens bien élevés, donc on ne se retrouve pas très rarement, sauf dans les cas de litige ou dans les cas d'exécution qui commencent à foirer, mais sur lesquels il faut faire de la négo, mais en attribution, on est rarement dans des cas de conflit. Il y a quelques endroits dans les marchés publics où c'est pas vrai, c'est notamment dans les marchés de défense et de sécurité de la DGA ou de la CIMT ou des gens comme ça, qui achètent de gros montants à des fournisseurs un petit peu captifs. Et les fournisseurs parfois se mettent dans des situations un peu de domination, mais globalement, dans les marchés publics, on est rarement dans des négociations d'attribution très conflictuelles. Voilà. Et donc il nous reste 15% de négociations, et encore je suis généreux, qui se situent réellement dans le domaine du consensus. Voilà, ce qui fait quand même un petit peu léger. Donc il faut passer au mode consensuel. Alors comment est-ce qu'on fait pour passer dans le mode consensuel? Eh bien, on enlève tous les pourquoi du dessus. On se forme, c'est ce que vous êtes en train de faire. On se forme à être capable de travailler sur notre compréhension des mécanismes de négociation. On se forme sur notre capacité à comprendre les mécanismes juridiques associés pour les négociations d'attribution. On se forme sur les risques contentieux qu'il peut y avoir lorsqu'on sort des cadres, et on va se rendre compte qu'il y en a finalement assez peu, si on fait ça correctement et avec un minimum d'éthique. Et on prépare bien, et notamment on prépare bien le tableau de l'échiquier qu'on a vu lundi, en ayant, dans le module précédent, hein, en ayant un mandat de négociation et en ayant bien réfléchi à ce qu'on cherchait comme item et aux contreparties, aux arguments qu'on pouvait avoir et aux contreparties qu'on pourrait proposer, qui sont autant de préparation intellectuelle aux sorties de cadre potentielles. Parce que si on teste des sorties de cadre en préparant le tableau,
ça pourra éventuellement nous donner la créativité nécessaire si jamais c'est le fournisseur qui nous en propose d'autres qu'on n'avait pas prévus et qui pourraient éventuellement nous intéresser alors qu'on ne les avait pas prévus. Mais le fait d'en avoir prévu certaines et d'avoir testé notre mandat sur un certain nombre de contreparties peut nous permettre, en cours de négociation, d'en accepter de nouvelles sans être obligé de tout faire valider. Voilà, donc on est psychologiquement beaucoup plus près de s'en sortir et de trouver des solutions de créativité quand on a bien préparé, et notamment quand on a bien préparé les items, les objectifs, les arguments et contre-arguments, et surtout les contreparties, c'est-à-dire les sorties de cadre. Voilà. Alors il restera le dernier point, qui sera le point qui consiste à régler la problématique de l'égalité de traitement, parce que si je sors du cadre avec l'un, qu'est-ce que je fais avec les autres, hein, et comment est-ce que je peux garantir l'égalité de traitement, notamment, est-ce que je dois garantir l'égalité de traitement avec ceux qui n'ont pas répondu, avec ceux qui ont répondu mais qui ne sont plus en train de négocier, et avec les autres qui sont encore en train de négocier. Donc tout ça, c'est des choses qu'on verra. Je peux déjà vous répondre que le décret, il est extrêmement précis sur le sujet, donc je ne vais pas faire de teasing trop longtemps, puisqu'il vous dit que vous êtes censé maintenir l'égalité de traitement uniquement avec les candidats encore en cours de négociation. Donc voilà, les choses sont claires. Dès lors que vous ne modifiez pas substantiellement, que vous ne me parlez pas d'une modification hyper substantielle des exigences techniques minimales, mais dès lors que vous êtes sur des exigences négociables, puisque vous avez écrit quelles étaient les exigences négociables, l'égalité de traitement, elle doit être maintenue uniquement avec les candidats qui sont encore en lice. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est écrit dans le code de la commande publique, on verra ça un petit peu plus tard de manière extrêmement claire. La sortie de cadre est possible, on est capable de se mettre dans le mode consensuel, à condition que dès qu'on fait une sortie de cadre, on prévienne tous ceux qui sont encore admis à la négociation que cette sortie de cadre, on l'a proposée à l'un et qu'elle est aussi possible pour eux, moyennant évidemment les mêmes gains et les mêmes contreparties, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Donc on est capable de faire du mode consensuel. Simplement, c'est vraiment une question de formation et de confiance en soi. Hein, parce que sinon, si on n'a pas cette formation et cette confiance en soi, on se retrouve systématiquement dans la zone du compromis, et finalement on perd beaucoup de temps pour pas grand-chose. La négociation finit par être une présentation de l'offre et de l'équipe, et la récupération des 2% qui vont bien, mais ça n'a pas le nom pour moi et puis éventuellement parfois d'un aplanissement technique lié à la phase comprendre, mais globalement ça n'est pas ce que j'attends moi d'une négociation. Et donc pour adapter, il y a donc un mode comportemental, hein, on est dans un mode comportemental qu'il faut adapter. Et donc, le mode comportemental, il va falloir faire le choix entre passivité, agressivité et assertivité. Alors, la passivité, on comprend assez vite ce que c'est. La passivité, hein, c'est quand je vais défendre mes intérêts. Pardon, passivité, c'est quand je vais ne pas oser. Hein, c'est la fuite, l'évitement. Effectivement, j'écoute et j'observe, mais je n'ose pas. Ok? Donc là, je suis dans une logique qui serait éventuellement très passive, c'est caractéristique, très attentiste, c'est caractéristique du comportement, c'est souvent lié au comportement lié au compromis, enfin la zone du compromis. L'agressivité, c'est souvent lié à la zone du conflit. Alors on peut parfois être agressif en mode consensuel pendant des temps courts, hein, mais globalement, l'agressivité, c'est-à-dire je veux ça absolument, quitte à détruire la relation que j'ai avec l'autre, quitte à casser la relation avec l'autre, c'est souvent lié à la zone du conflit. Et puis il y a l'assertivité, dont la définition est ici. Je suis capable de défendre mes intérêts avec fermeté sans dégrader la relation à l'autre. Et c'est quoi mes intérêts dans une négociation d'attribution? Mes intérêts dans une négociation d'attribution, c'est qu'à la sortie de la négo,
j'ai optimisé son offre. Qu'il ne puisse plus me dire qu'il avait encore des sources d'optimisation. C'est ça mon intérêt. C'est-à-dire que l'offre à la sortie de la négociation soit économiquement plus avantageuse pour moi, c'est-à-dire qu'elle ait plus de valeur pour moins de coûts, hein, ou plus de valeur tout court ou moins de coûts, mais en tout cas que le gain global en termes par exemple de nombre de points, on y reviendra la fois prochaine, soit supérieur à la sortie de la négociation qu'il ne l'était à l'entrée. Hein, ou s'il était le mieux placé, que l'écart avec le second se soit encore amélioré, enfin creusé. Voilà, ça c'est mes intérêts. Avec fermeté. Avec fermeté, ça veut dire que globalement, je vais rien lâcher. Je vais rien lâcher et je vais pousser la négociation jusqu'au bout pour arriver à faire cette défense. Sans dégrader la relation à l'autre, c'est extrêmement clair aussi, ça veut dire que à tout moment, je vais faire attention de ne pas casser les liens que j'ai créés dans la phase connaître. La phase connaître, je vous rappelle, on l'a dit à plusieurs reprises, elle est là pour créer du lien, et notamment du lien de confiance. L'assertivité, elle va surfer sur cette confiance, puisque la confiance, c'est « je vais vous aider à optimiser votre offre ». Nous allons travailler ensemble sur l'optimisation de votre offre, et il faut me faire confiance si je vous propose des choses, ou si vous m'en proposez, il faut qu'on ait confiance l'un dans l'autre, pour qu'on soit sûr que la négociation amène à une optimisation globale. Eh bien, l'assertivité, cette confiance, il faut qu'elle soit maintenue tout le long, donc sans dégrader la relation à l'autre. C'est une partie de la phrase extrêmement importante. Hein. Donc il y a à la fois je défends mes intérêts avec fermeté, mais sans dégrader la relation à l'autre, alors que dans l'agressivité, on défend ses intérêts avec fermeté en dégradant la relation à l'autre, et dans la passivité, on ne dégrade pas la relation à l'autre, mais on ne défend pas ses intérêts. Donc le bon comportement, c'est un comportement assertif. Alors, être assertif, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout un tas de choses. Hein. Ça veut dire déjà négocier en haut à droite sur l'intérêt mutuel plutôt que sous la menace. Voilà. Ça veut dire partager des objectifs, hein, je vais dans le sens d'aiguille d'une montre, partager des objectifs précis clairement affichés. Ça veut dire maîtriser l'environnement dans lequel on est en train de négocier, et notamment la cartographie des zones de consensus possibles. Être capable de dire que ça va pas, hein, ne pas simuler que globalement ça va pas et qu'on n'est pas sur une bonne voie parce que il y a la notion de fermeté, hein, donc voilà, il faut être capable de dire non, je suis désolé, mais on n'est pas en train de faire une bonne route, là, on n'est pas en train d'optimiser l'offre, et je pense que là, ça va mal se terminer parce qu'on fait pas les efforts nécessaires. Voilà. Donc ne pas dissimuler ce genre de sentiment. Être à l'aise dans le face-à-face, évidemment, parce qu'il faut être capable de sortir de la zone de compromis, hein, et donc forcément, pour ça, il y a besoin d'être à l'aise. Ne pas se laisser marcher sur les pieds, parce que quand quelque chose qui vous est proposé ne vous convient pas, il faut être capable de le dire. Et donc derrière, évidemment, marcher plutôt sur la confiance, hein, dans la zone du compromis, du consensus, pardon, plutôt que sur la domination et sur le calcul, ne pas tomber non plus du mauvais côté de la force, comme dirait Dark Vador, hein, sur la domination et sur le calcul. On n'est pas en train d'essayer de dominer l'autre, mais on est bien dans des notions de confiance. Donc l'assertivité, c'est quand même quelque chose qui se travaille et quand même quelque chose d'assez compliqué. Il y a des règles dans l'assertivité, il y en a 6. Alors il y en a 5 avec lesquelles j'ai aucun souci. La 6e, j'en ai un petit peu plus, mais je vous en parlerai. Ça, c'est les règles que vous trouvez facilement dans les bouquins qui parlent d'assertivité. D'être capable de dire clairement ce que vous voulez. Voilà, première règle, je veux qu'on arrive à cette situation-là. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire dans les achats publics, de dire, mais attendez, là, aujourd'hui, vous êtes à 70 points, je veux qu'à la sortie, vous en ayez 85. Voilà. Donc je ne vous laisserai pas sortir de la salle tant que de 70 points, vous ne serez pas à 85. Voilà. Donc on va faire tout ce qu'il faut pour que vous augmentiez les points liés au prix,
et puis donc baisser votre prix, et puis que vous augmentiez les points liés aux différents critères de valeur technique nécessaires pour que globalement votre offre soit économiquement plus avantageuse à la sortie qu'à l'entrée. Voilà. Et j'ai clairement, règle numéro 2, le droit de dire ce que je pense et ce que je ressens. Je pense et je ressens que ça va pas, que pour l'instant on n'est pas assez bon, qu'on n'a pas encore assez travaillé ensemble. Voilà. Règle numéro 3, je sépare les personnes et le problème. Donc écoutez, même dans le cas d'un litige, je considère que vous n'êtes pas le problème, mais que vous êtes la solution. Et dans le cas d'une négociation d'attribution, c'est avec vous qui êtes en face de moi qu'on doit y arriver. Hein. Et si on n'y arrive pas, euh, c'est que c'est pas vous le problème, c'est que j'ai un problème avec vous. Et donc on va faire en sorte que malgré que ce soit vous, je vais me persuader que c'est pas vous le problème, mais que j'ai un problème avec vous. Donc évidemment, je ne réponds pas aux attaques, mais dans les négociations d'attribution, c'est rare, mais ça peut l'être dans des négociations d'exécution, hein, par exemple. Donc moi, si c'est le cas classique hein, de l'hôtesse de l'air qui se fait incendier par le voyageur mécontent et qui démonte l'agressivité en restant assertive, alors que hôtesse de l'air ou steward, hein, il n'y a pas de sexisme dans ma phrase, qui reste assertif alors que le voyageur, lui, est très agressif parce que très, très en colère, et qui donc, va rester factuel sur son et droite dans ses bottes sur, sur les processus, sur les procédures et sur la représentation de la compagnie, alors que en face d'elle, le client est en train de perdre ses nerfs. Donc ça, c'est globalement la base d'un comportement assertif. Je reste factuel et objectif. Voilà, donc là pour l'instant, écoutez, je suis désolé d'être factuel, mais pour l'instant, ça va pas. On n'est pas encore dans une optimisation suffisante pour pouvoir sortir de la négociation. Et puis, dernière règle, celle avec laquelle je suis le moins à l'aise parce que elle va à l'encontre de ma façon de connaître et de la création de liens. Je ne parle de moi et que de moi. Bon, ça, c'est une règle que j'applique pas parce que pour moi, je ne peux pas marcher sur la confiance et sur l'assertivité. Je ne peux pas marcher sur la confiance avec quelqu'un que je ne connais pas. Et je ne peux pas le connaître si je ne parle pas un petit peu de lui, du moins si je ne le questionne pas. Alors, on pourrait en comprendre cette règle-là comme je ne parle pas de lui, mais je le laisse parler de lui. Si c'est ça la règle, ça va, mais c'est pas comme ça qu'elle est écrite dans les bouquins. Donc c'est avec celle-là qu'il faut être le plus méfiant, et je le suis, même en l'ayant recopié. Voilà, donc on a été un petit peu plus court que d'habitude, mais globalement, ce que je voulais vous dire, c'est que je pensais que les sketchs, je les ferais un peu plus longs, mais bon, je me rends compte à l'usage que ça a été assez rapide, plus rapide que ce que je pensais. C'est fini pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on va se dire? On va dire attention à notre comportement. Il faut absolument qu'on soit capable de sortir du cadre. Une négociation où on ne sort pas du cadre, où on s'interdit de bouger, où tout est exigence technique minimale, où on commence à dire bah non, ça c'est pas possible parce que vous comprenez, il y a égalité de traitement avec les candidats qui n'ont pas répondu, ou bah non, c'est pas possible parce que le prescripteur il voudra jamais, ou bah non, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas changer ça, parce que Anticor va nous mettre un procès aux fesses, ou parce que on va se retrouver avec une situation que j'ai pas anticipée. C'est juste des opportunités perdues. Voilà. Donc être capable de sortir du cadre, encore une fois, pour l'être, c'est à la fois de la confiance en soi, de la formation et de la préparation. Donc la confiance en soi, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. La formation, bah, c'est un peu ce qu'on est en train de faire en ce moment, mais ça ne suffira pas. Hein. Il faudra que vous continuiez sur ces sujets-là. Et de la préparation, ça dépend que de vous. Parce que globalement, plus vous vous préparerez et plus vous préparerez vos négos, plus vous serez capable de sortir du cadre. Voilà. Sachant que juridiquement, comme on le verra un petit peu plus tard, il n'y a pas réellement de souci avec la sortie de cadre. Et puis s'adapter derrière, une fois qu'on est capable de le faire, adapter son comportement personnel. Donc être assertif, hein, et défendons nos positions, défendons le fait qu'on ne sort pas de la négo tant que globalement notre fournisseur en face n'a pas fini par dire à un moment crucial, et on y reviendra sur cette fameuse phrase, je ne peux plus
faire aucune optimisation, je suis au bout de mes optimisations et je suis au bout des idées qui pourraient faire qu'on optimise. Voilà, je n'ai plus d'idées, y compris dans votre CCTP, y compris dans votre CCAP, qui ferait que globalement on pourrait continuer à améliorer l'offre et le côté économiquement plus avantageux de l'offre par rapport à la situation initiale en entrée de négociation. Je n'ai plus d'idées. Voilà. Et souvent ce que j'explique en formation, c'est que quand tous les fournisseurs admis à négocier vous disent qu'ils n'ont plus d'idées pour optimiser et que vous avez proposé les mêmes pistes à tous les fournisseurs, c'est là que vous avez l'égalité de traitement. Voilà. Vous avez traité tout le monde de la même manière. Chacun est arrivé au bout de son optimisation. À chacun, vous avez proposé les mêmes pistes d'amélioration de l'offre des uns et des autres, quitte à faire éventuellement plusieurs tours si c'est nécessaire et que c'est un dossier compliqué, quitte à réexpliquer par des échanges de mails que vous avez proposé quelque chose à quelqu'un d'après coup, enfin que vous avez reçu après, quand il a été reçu en deuxième, quitte à ce que vous repreniez contact avec le premier pour lui dire attention, il y a ça aussi que j'ai proposé à un tel, donc prenez-le en compte si c'est nécessaire. Mais globalement, pour être capable de faire ça, ne rien lâcher tant que vous n'êtes pas sûr que le fournisseur vous dira qu'il n'a pas de regret s'il perd, parce qu'il est allé au bout de son optimisation. Voilà, c'est ça la vraie égalité de traitement. Et pour ça, pour y arriver, la nécessité absolue, c'est de préparer correctement